Elle a dit que ce n'était qu'une danse, c'est cette nuit-là que j'ai décidé de la quitter pour de bon. Si tu danses encore avec lui, ne t'attends pas à me trouver ici à ton retour. Les mots sont sortis de ma bouche tranquillement. Pas de cris, pas de départ théâtral. Je les ai juste prononcés comme quelqu'un qui lirait un bulletin météo. Elle était pieds nus sur l'herbe, tenant ses talons dans une main et un spritzer dans l'autre, le genre avec de fausses framboises flottant à la surface. Son maquillage avait commencé à couler, non pas à cause des larmes, mais parce qu'elle riait trop fort à ses blagues. Les guirlandes lumineuses au-dessus clignotaient, comme si même elles étaient fatiguées de faire semblant. J'étais appuyé contre la clôture, prétendant ne pas regarder, mais observant chaque seconde. La deuxième fois qu'elle a dansé avec lui, je me suis dit que c'était innocent. La troisième fois, je me suis dit que j'étais paranoïaque. Mais la quatrième, elle lui tenait le visage, sans l'embrasser, pas encore, mais le prenant en coupe comme s'ils étaient seuls. Elle s'est retournée vers moi quand j'ai parlé, m'entendant à moitié, peut-être pas du tout. Peut-être qu'elle pensait que je plaisantais, mais quand elle a vu mon visage, elle a eu un sourire narquois, comme si j'étais mignon, comme si c'était charmant, ma jalousie. Puis elle l'a dit, d'accord, papa. Et elle est retournée à la musique, retournée à lui, retournée à cette connexion qui, insistait-elle, n'existait pas. Celle qui lui caressait maintenant la taille sous des lampions en papier comme si elle lui appartenait déjà. Je n'ai rien dit d'autre. Je n'en avais pas besoin, car 10 minutes plus tard, quand elle est venue me chercher, j'étais parti. Mais ce n'est pas ça qui fait mal. Ce qui fait mal, c'est qu'elle n'a pas appelé. Elle n'a pas envoyé de message. Elle n'a même pas demandé à nos amis où j'étais allé. Elle est juste restée. Elle est restée à la fête avec lui, comme si je n'avais jamais été là pour commencer. Elle est rentrée à 1h12 du matin. Pas tard. Trop tard. Le genre de tard où le silence commence à parler pour vous. J'ai entendu le garage s'ouvrir depuis le canapé où j'étais assis dans le noir, mangeant du beurre de cacahuète à la cuillère et essayant de décider si je me sentais plus en colère ou pathétique. C'était toujours pile ou face, ces derniers temps. Ses talons ont claqué sur le carrelage. Elle n'a même pas pris la peine d'être silencieuse. Pas d'excuses. Pas de « où étais-tu » Aucune reconnaissance du fait que je l'avais quittée avec les mots que les gens disent quand ils ont fini d'essayer. Elle est simplement entrée dans la cuisine comme si elle revenait du yoga. A jeté sa pochette sur le comptoir et a dit « Tu fais encore ton cinéma ». C'était son nouveau mot préféré. Cinéma. Pas « blessé ». Pas « confus ». Pas « on peut parler ». Juste « cinéma ». Comme si je réécrivais la réalité parce que son comportement réel était trop dérangeant pour être reconnu. Je lui ai demandé calmement qui l'avait ramené à la maison. Elle a dit que c'était Rylan. Le même Rylan contre qui je l'avais mis en garde. Le même Rylan qui m'avait vu partir et qui avait quand même gardé ses mains autour de sa taille comme s'il réclamait un prix. Elle l'a dit comme si elle annonçait la météo. Rylan m'a déposé. Pas de quoi en faire un plat. Juste un collègue. Juste un homme qui, jurait-elle, ne signifiait rien. J'ai demandé s'il était entré. Elle a ri. Pas fort, juste ce petit rire sec et méprisant que les gens ont quand vous leur posez une question qu'ils jugent indigne d'eux. Mon Dieu, Clint, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Ce qui ne va pas avec moi? Je le lui ai répété. Je l'ai regardé dans les yeux et j'ai dit, je ne plaisantais pas tout à l'heure. Sa réponse, tu es parti, et alors? Tu veux une médaille pour être revenu? Je n'ai rien dit après ça. J'ai pris mes clés, je suis monté dans la voiture et j'ai conduit sans destination précise. J'ai fini sur le parking d'un Walmart, mangeant des frites froides au fond d'un sac graisseux pendant que des adolescents patinaient en faisant des 8 devant mes phares. Je pensais qu'elle pourrait appeler. Elle ne l'a pas fait. Elle dormait quand je suis rentré. Lumières éteintes, porte fermée, téléphone face contre sa table de nuit avec une nouvelle notification qui brillait. Une que je n'étais pas censé voir, mais j'ai vu le nom et ce n'était pas le mien. C'était le sien, et l'aperçu, tu étais si belle ce soir. Et c'est tout ce que j'ai pu lire avant que l'écran ne redevienne noir. Je ne l'ai pas réveillé. Je suis juste resté là, dans l'embrasure de la porte, à l'écouter respirer comme si de rien n'était, comme si tout n'était pas en train de se défaire silencieusement. Et c'est la première fois que j'ai réalisé que ce n'était pas un malentendu. C'était une transition. Elle ne pensait pas à me quitter. Elle était déjà partie.
J'ai fixé ce message si longtemps que je crois que mes yeux ont cessé de cligner. Juste 5 mots de lui. Tu étais si belle ce soir. Et pourtant, il résonnait plus fort dans ma tête que tout ce qu'elle m'avait dit depuis des mois. Je suis resté dans l'embrasure de la porte, dans la lueur bleue de son écran, essayant de me convaincre que ça ne voulait rien dire. Peut-être qu'il était saoul. Peut-être qu'elle n'avait pas répondu. Peut-être qu'il y avait encore une ligne qu'elle n'avait pas franchie. Peut-être que j'étais juste un pauvre type triste qui interprétait tout de travers, comme toujours. Mais son téléphone a de nouveau vibré. Un autre message. Le même nom. Cette fois, je l'ai pris. J'avais tellement envie de t'embrasser. Je sens encore ton corps contre le mien. Je n'ai pas jeté le téléphone. Je n'ai pas crié ni arraché de prise murale comme dans les films. Je me suis juste assis au bord du lit, comme si on m'avait débranché toute l'électricité de la colonne vertébrale. Je l'ai regardé dormir, essayant de trouver dans son visage quelque chose qui ressemblait à la femme que j'avais épousée. Mais il n'y avait rien, juste un sommeil paisible et insouciant, sans culpabilité, sans agitation. Elle était recroquevillée comme si elle n'avait pas de secret pesant sur sa poitrine. J'ai pensé à la réveiller, à la secouer et à lui mettre le téléphone sous le nez. Mais je savais ce qu'elle ferait. Elle l'attraperait, ferait défiler rapidement, supprimerait encore plus vite, et me traiterait de paranoïaque. Elle dirait que c'était hors contexte, qu'il était saoul, qu'il ne s'était rien passé, qu'elle était juste gentille. Elle était toujours juste gentille. Alors, à la place, je me suis levé et je suis sorti de la chambre à nouveau. Cette fois, non pas parce que j'étais en colère, mais parce que je ne supportais pas d'être près d'elle. Je me suis assis dans la buanderie, de tous les endroits possibles, à côté du sèche-linge qui contenait encore mes chemises de travail. J'ai regardé le clair de lune à travers la fenêtre fissurée et j'ai essayé d'imaginer comment quelqu'un choisit de détruire une vie que vous avez construite ensemble juste parce que quelqu'un d'autre lui a souri au bon moment. Vers 4h30 du matin, j'ai commencé à taper. Pas un message pour elle, ni pour lui, juste des notes. Une liste de tous les moments qui ressemblaient à de l'amour, mais qui maintenant semblaient être une mise en scène. Comme la fois où elle a ri trop fort à sa blague devant moi, ou comment elle a changé de parfum après ce séminaire d'entreprise, ou comment elle a arrêté de dire « je t'aime » à moins que je ne le dise en premier. Tout était là. Chaque signal d'alarme, comme des drapeaux rouges que j'avais ignorés parce que j'avais trop peur d'admettre que je les voyais. Je n'ai pas dormi. Quand le soleil s'est levé, j'ai fait du café. Je n'en ai pas bu et j'ai fixé le comptoir de la cuisine comme s'il allait m'offrir des réponses. Elle est descendue vers 8h, en bâillant, portant un de mes sweats à capuche comme une arme. Et vous savez ce qu'elle a dit? Pourquoi es-tu levé si tôt? Tu as une mine affreuse. J'ai voulu lui demander si Rylan avait meilleure mine ce matin. Si elle lui avait répondu, si elle se souvenait même de ce qu'elle avait fait. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai juste dit que je n'arrivais pas à dormir. Et elle m'a embrassé sur la joue. Elle m'a embrassé comme si tout allait bien. Comme si elle n'avait pas franchi la ligne invisible entre le fantasme émotionnel et la trahison physique. Ce baiser, c'était pire que n'importe quelle gifle, car j'ai su alors qu'elle jouait un rôle et que j'étais le seul à ne pas avoir réalisé que le scénario avait changé. La cuisine sentait le toast brûlé et quelque chose d'agrumé qu'elle avait vaporisé dans l'air pour donner l'impression qu'elle avait nettoyé. Elle fredonnait une chanson pop au hasard et faisait défiler son téléphone pendant que j'étais assis de l'autre côté de l'îlot, prétendant lire un article sur lequel je ne pouvais pas me concentrer. Elle n'arrêtait pas de me jeter des regards, comme si elle essayait de savoir si j'avais remarqué quelque chose, si j'étais au courant. Je crois qu'elle le sentait. Mon immobilité, la façon dont je ne posais aucune question, ne cherchais pas sa main, n'essayait pas de prétendre que nous allions bien. Ce silence la rendait nerveuse. Elle m'a demandé si je voulais aller à la pendaison de crémaillère de son collègue ce week-end. A dit que Rylan serait probablement là. Juste pour te prévenir. Elle a utilisé ce ton faussement désinvolte, forcé et léger. La manière dont les gens parlent quand ils essaient de diriger vos émotions sans être évident. Je lui ai dit que j'avais du travail à rattraper. Elle a dit, tu as beaucoup travaillé ces derniers temps, comme si c'était une sorte de défaut de caractère. Puis, la bouche pleine d'œufs, elle a dit, tu sais, je pense vraiment que tu dois me faire plus confiance. Cette histoire de jalousie commence à devenir un problème. Cette phrase a failli faire sauter quelque chose en moi. Je voulais crier. Je voulais frapper la table de ma main et hurler, tu n'as pas le droit d'appeler ça de la jalousie quand j'ai vu les messages.
Tu n'as pas le droit de jouer la victime quand c'est toi qui es au bord de la tromperie en me demandant de prétendre que c'est une chorégraphie. Mais je ne l'ai pas fait, car je savais comment ce jeu se jouait. Elle retournerait la situation contre moi. Elle pleurerait. Elle m'accuserait d'être instable, contrôlant, peu sûr de moi. Et puis, le pire de tout, elle gagnerait. Alors, à la place, j'ai simplement hoché la tête et dit, tu as raison. Peut-être que je réfléchis trop. C'est à ce moment-là que je lui ai donné la permission de continuer. Je l'ai vu dans ses yeux, cette petite lueur de soulagement, comme si elle réalisait que la porte était toujours ouverte et que je n'allais pas la claquer. Pas encore. Elle m'a de nouveau embrassé avant de partir pour la journée. Cette fois plus lentement, comme si elle me remerciait d'être aveugle. À la seconde où la porte s'est fermée derrière elle, je suis monté à l'étage et j'ai ouvert son ordinateur portable. Le même qu'elle utilisait pour tout. Travail, réseaux sociaux, messages privés. Le même que j'avais réparé pour elle quand il avait planté l'automne dernier, me donnant le mot de passe que je n'ai jamais oublié. Tout était là. Ses messages Slack, ses messages directs archivés sur Instagram, ces brouillons de mails qu'elle n'avait jamais envoyés mais jamais supprimés non plus. Il y avait des playlists titrées avec des blagues privées dont je ne faisais pas partie. Il y avait des photos d'elle du dernier séminaire d'entreprise, des photos que je n'avais jamais vues auparavant, prises sous des angles que seul quelqu'un d'intime choisirait. Sur l'une, elle est en maillot de bain, tenant une bière. Sur une autre, elle dort sur un canapé, le visage tourné vers l'appareil photo, une couverture couvrant à peine ses jambes. Et puis il y avait le dossier. Pour moi, était le nom. À l'intérieur se trouvaient des captures d'écran de leur conversation. Pas des captures d'écran qu'elle avait prises, mais des captures que lui avait envoyées de son côté de la conversation. Des messages comme « Je ne peux pas m'arrêter de penser à ta bouche » et « Je déteste faire semblant que tu n'es pas à moi quand on est au travail ». Elle les avait sauvegardés. Elle les avait sauvegardés. On ne sauvegarde pas ce genre de choses à moins de prévoir de les relire. À moins que cela ne signifie quelque chose pour vous. À moins que ce ne soit réel. Je n'ai rien copié. Je n'ai pas pris de capture d'écran. Je suis juste resté là, le cœur battant, essayant de décider si c'était le moment où je partais. Si c'était la ligne qui ne pouvait finalement plus être effacée. Mais mon téléphone a vibré, un message d'elle. Et, j'ai oublié de te dire, n'oublie pas de prendre des trucs pour le dîner d'anniversaire de ta mère. Tu peux t'en occuper? Juste comme ça. Comme si j'étais son assistant. Comme si j'étais sa couverture. Comme si j'étais encore utile. Et c'est là que ça m'a frappé. Ce n'était pas une liaison qu'elle cachait. C'était une liaison qu'elle gérait. Comme un rendez-vous dans son agenda. Et j'étais la plage horaire qu'elle ne respectait plus. 2 nuits après avoir trouvé le dossier sur son ordinateur, nous sommes sortis dîner. Ou plutôt, elle a insisté pour que nous fassions quelque chose de « normal », comme les couples sont censés le faire. Je ne voulais pas y aller. Chaque partie de moi voulait rester à la maison et prétendre que le monde n'existait pas. Mais elle a été persistante. Elle a dit « Ne restons pas en silence encore ce soir, Clint. » C'est bizarre. Alors, j'ai accepté comme un idiot. Nous sommes allés dans ce restaurant fusion. Elle aime les petites assiettes, les cocktails hors de prix avec des herbes dedans, les serveurs avec des moustaches ironiques. Elle portait du rouge, la couleur qu'elle réservait autrefois aux anniversaires et aux mariages, et maintenant elle la portait pour un dîner un jeudi soir avec l'homme qu'elle remplaçait lentement. Dès que nous nous sommes assis, elle a pris son téléphone. Pas pour un message, pas pour des photos. Elle a ouvert son appareil photo comme si elle cadrait une image. Pas de la nourriture, pas du restaurant, d'elle-même. Elle s'est légèrement tournée dans la banquette pour avoir son bon profil, a cliqué 3 fois, a appliqué un filtre, puis a tapé quelque chose et a appuyé sur « Envoyer ». J'ai demandé à qui c'était destiné. Elle a dit « Oh, personne. Détends-toi, mon pote. » Mon pote. Ce mot a atterri plus lourdement que tout ce qu'elle aurait pu dire. Pas « mon chéri ». Pas « mon amour ». Pas même « Clint ». Mon pote. Comme si j'étais la personne qui l'avait aidé à déménager la semaine dernière, pas l'homme qui lui avait embrassé les articulations dans le couloir de l'hôpital quand son père avait eu une crise cardiaque. C'était une rétrogradation et nous le savions tous les deux. Le dîner était robotique. Elle a posé des questions sur mon travail comme si ça l'intéressait, a hoché la tête au bon moment, a même souri une fois,
mais je pouvais voir l'effort dans ses yeux. Elle jouait la gentillesse comme une serveuse joue la politesse. Scénarisée, apprise, planifiant déjà sa sortie. Puis, à mi-chemin du dessert, son téléphone a vibré. Elle l'a pris, y a jeté un coup d'œil, puis l'a retourné face contre la table. Un tic dans sa bouche a trahi quelque chose. Une lueur de sourire. Je n'ai pas demandé. Je n'en avais pas besoin. Je savais exactement qui c'était. Je l'ai juste regardé manger sa crème brûlée à la cuillère comme si elle ne faisait pas la navette émotionnelle entre deux hommes en prétendant que c'était la Suisse. Sur le chemin du retour, elle a demandé si je voulais regarder un film. Comme si de rien n'était. Comme si ce n'était pas la rupture la plus douce en cours. J'ai dit, bien sûr. Nous avons regardé une comédie dont je ne me souviens même plus du nom. Je ne me souviens pas avoir ri une seule fois. Elle a fait défiler son téléphone pendant la moitié du film, ne levant les yeux pour réagir que lorsqu'elle savait que je la regardais. Puis vint le pire. À la fin de la soirée, elle s'est tournée vers moi, non pas de manière séduisante, ni chaleureuse, mais mécanique, et m'a demandé si je voulais être proche. C'est comme ça qu'elle l'appelait, être proche, comme si elle cochait une case ou faisait la charité. Je me suis figé un instant. Mon estomac s'est retourné. Je voulais dire non, sortir de la pièce et dormir dans la chambre d'amis. Mais une partie malade de moi, la partie désespérée et délirante, a hoché la tête. Elle m'a embrassé comme si elle n'y mettait pas son cœur. Elle m'a touché comme si elle essayait de se souvenir de ce que c'était avant. Et quand ce fut fini, elle s'est retournée et s'est endormie en quelques secondes. Je suis resté éveillé, fixant le plafond, ayant l'impression de venir de contracter un emprunt sur un mensonge que je ne pourrais jamais rembourser. Je ne savais pas ce qui était pire, la trahison elle-même ou le fait que je continuais à la laisser faire. Mais quelque chose a changé cette nuit-là. Pas en elle, en moi. Parce que pendant que j'étais allongé là, mon bras engourdi sous son poids, j'ai commencé à planifier. Pas une vengeance, pas une confrontation. Une évasion. Je ne sais pas exactement quand elle a cessé de me voir comme une personne, mais je connais le moment où elle a commencé à me traiter comme un fardeau. C'était un samedi matin. L'air était piquant à cause du café brûlé parce que j'avais de nouveau laissé la bouilloire chauffer à sec. Je me tenais devant l'évier de la cuisine, le regard dans le vide, et elle est entrée comme quelqu'un qui vérifierait l'état d'un appareil à moitié fonctionnel. Elle a demandé quels étaient mes plans pour la journée. J'ai dit que j'avais du travail à rattraper. Ce n'était pas le cas. J'avais juste besoin d'être seul, de réfléchir, de respirer, d'exister sans me sentir comme un étranger dans ma propre maison. Mais alors elle l'a dit. Tu devrais me donner ton emploi du temps pour que je puisse t'aider à garder le cap. Je me suis retourné, confus. Mon emploi du temps. Ouais, dit-elle en remuant du lait d'avoine dans son café. Ta semaine est toujours si chaotique, et j'ai l'impression que tu es constamment dépassé. Je peux le gérer pour toi. Genre, bloquer du temps pour le travail, les courses, le sommeil, ce genre de choses. Ce n'était pas de la gentillesse. C'était du confinement. C'était sa façon subtile de dire, si je sais où tu es, tu n'apparaîtras pas là où je ne veux pas que tu sois. Je n'ai pas répondu. J'ai juste hoché la tête et dit, j'y réfléchirai. Elle m'a embrassé sur le front comme si j'étais son père âgé et est sortie en fredonnant quelque chose d'enjoué. Le truc, c'est que je n'étais pas chaotique. Je n'étais pas dépassé. Je la regardais faire s'effondrer notre mariage comme un château de sable et je me demandais combien de temps encore je pourrais prétendre que ça n'arrivait pas. Mais quelque chose avait changé en moi depuis cette soirée au restaurant. L'engourdissement se transformait en clarté. Je commençais à tout voir sans le brouillard de l'espoir ou du déni. J'ai commencé à noter des choses. Pas de manière dramatique. Pas de journal intime secret avec des taches de larmes. Juste des notes rapides, des choses qu'elle disait, les endroits où elle allait, de petites incohérences. Le temps. La fois où elle a prétendu faire des courses pendant des heures sans rien avoir à montrer. Ce n'était pas pour la piéger. Je savais déjà. C'était pour moi, pour me rappeler que je n'imaginais rien, pour garder les pieds sur terre, pour construire un dossier pour la partie de moi qui voulait encore lui pardonner. Plus tard dans la soirée, elle est revenue du yoga en jean. J'ai demandé comment s'était passé le cours, juste pour voir ce qu'elle dirait. Elle n'a pas sourcillé, a dit que c'était intense et que ses épaules étaient douloureuses. Puis elle s'est penchée et m'a demandé si je pouvais lui faire un massage plus tard.
Il y a une sorte de cruauté spécifique à être utilisée pour le réconfort par quelqu'un qui réconforte quelqu'un d'autre dans votre dos. Je lui ai dit que j'avais mal à la tête. Elle a levé les yeux au ciel et a dit, « Tu es toujours fatigué. Tu as besoin de plus d'énergie. » Plus d'énergie? Comme si j'étais une batterie qu'elle en avait marre de recharger. Cette nuit-là, je me suis de nouveau allongé dans le lit à côté d'elle. Cette fois, non pas par confusion, mais par calcul. J'ai commencé à remarquer des choses que je n'avais pas vues avant. La façon dont elle inclinait son téléphone loin de moi quand elle faisait défiler au lit. La façon dont son sourire n'apparaissait que lorsqu'elle lisait, jamais quand elle me parlait. La façon dont elle parlait dans son sommeil, murmurant de petites choses que je ne pouvais pas distinguer. Une fois, elle a même ri. Ce n'est pas mon nom qu'elle a chuchoté. Ce n'était même pas un nom que je reconnaissais. Le lendemain matin, pendant qu'elle était sous la douche, je suis sorti vers sa voiture. Je ne cherchais rien de spécifique, je suivais juste la douleur dans ma poitrine. Et bien sûr, c'était là. Son siège passager incliné en arrière. La faible empreinte de la tête de quelqu'un encore pressé dans le cuir. Une canette de Red Bull vide dans le porte-gobelet. Un sweat à capuche sur la banquette arrière qui n'appartenait à aucun de nous. Je ne l'ai pas pris. Je n'ai rien déplacé. Je suis juste resté là, dans l'allée, le vent froid contre mon cou, réalisant qu'elle avait arrêté de le cacher parce qu'elle pensait que je ne la quitterais jamais. Que mon silence était une approbation. Que mon amour était une laisse. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que j'avais déjà commencé le processus. Pas de vengeance, de retrait. Et bientôt, elle sentirait l'absence qu'elle pensait vouloir. Seulement, elle ne viendrait pas avec une conclusion. Elle viendrait avec un miroir. Ce sont les petites choses qui ont commencé à la déstabiliser. Elle est rentrée tard un mardi, disant que la circulation avait été horrible et qu'un idiot avait percuté un poteau à l'intersection. Elle s'attendait à ce que je demande des détails, que je fouine, que je la questionne, mais je ne l'ai pas fait. J'ai juste hoché la tête et dit, « Heureux que tu sois en sécurité », et je suis retourné rincer la vaisselle. Je la sentais me regarder, non pas avec culpabilité, mais avec confusion, comme une reine qui remarquerait que son sujet a cessé de s'incliner. Elle s'est versé un verre de vin et s'est appuyée contre le comptoir. « Tu es silencieux ces derniers temps », a-t-elle dit. « C'est troublant. » Je n'ai pas levé les yeux. J'ai beaucoup réfléchi aux limites. Il y a eu une pause, le genre qui remplit une pièce de tension sans un seul son. Puis elle a ri. Un rire forcé, sec, presque moqueur. « Tu vois un psy ou quelque chose comme ça ? » « Pas encore, ai-je dit. Mais j'ai lu. Cette partie était vraie. J'avais commencé à lire sur le détachement émotionnel, le lien traumatique, la dissonance cognitive. Tous ces termes qui sonnaient autrefois comme du sensationnalisme, mais qui ressemblaient maintenant à des rapports d'autopsie de mon mariage. Plus je lisais, plus je voyais ces tactiques pour ce qu'elles étaient. Pas des dérapages émotionnels spontanés, mais des schémas conçus, répétés, efficaces. Plus tard dans la soirée, j'ai débranché notre appareil Alexa de la cuisine. Je ne lui ai rien dit. Je l'ai juste fait. Le lendemain matin, elle l'a rebranché sans un mot. Quand elle m'a demandé si j'étais libre pour l'accompagner à un gala de charité le week-end prochain, le même Ourilan serait certainement présent, je lui ai dit que j'avais un empêchement. Elle n'a pas demandé lequel. Elle commençait à le sentir, l'effilochage. Vous voyez, quand vous arrêtez de vous battre pour quelqu'un qui vous trahit activement, ça lui fait plus peur que la rage ne le pourrait jamais. Parce que maintenant, cette personne doit se demander ce que vous préparez. Le silence devient une tempête qu'elle ne peut pas lire. La distance devient une menace qu'elle ne peut pas nommer. J'ai commencé à emballer de petites choses, une montre, mon gant de baseball d'enfance, quelques livres qui me tenaient à cœur, dans un vieux sac de sport que je gardais dans le placard. Rien d'évident, rien qu'elle ne remarquerait tout de suite, mais je me préparais. Je me préparais à disparaître de son monde de la même manière silencieuse et creuse dont elle avait disparu du mien des mois auparavant. Le vrai changement est survenu un jeudi soir. Elle est entrée dans le salon portant une robe que je n'avais jamais vue auparavant. Moulante, couleur lit de vin, délibérée. Son maquillage était plus prononcé que d'habitude. J'étais assis sur le canapé, ordinateur portable ouvert, recherchant des locations d'appartements à 2 villes de là. Elle a demandé comment elle était. J'ai levé les yeux, j'ai pris mon temps, puis j'ai dit « différente ». Ce seul mot a fait basculer quelque chose en elle.
Elle a froncé les sourcils. Différentes bien ou différentes bizarres? Juste différentes. Je suis retourné à mon clavier. Elle est restée là un instant, comme si elle s'attendait à ce que je me lève et l'embrasse. Je ne l'ai pas fait. Je n'ai même pas fait semblant d'en avoir envie. Une minute plus tard, elle a attrapé ses clés. Ne m'attends pas, a-t-elle dit. Je ne l'ai pas fait. Elle est revenue à 2h40 du matin. Je dormais, ou du moins je faisais semblant. Elle s'est glissée dans le lit et a essayé de se blottir contre moi comme au bon vieux temps. Ses mains se sont glissées autour de ma taille. Je n'ai pas bougé, je n'ai pas tressailli, j'ai juste gardé ma respiration stable et lente. Finalement, elle a abandonné et s'est retournée. Et à ce moment-là, j'ai réalisé quelque chose d'important. Elle n'avait pas peur de me perdre avant, parce que j'avais rendu si clair qu'elle ne le pourrait jamais. J'étais fiable. J'étais loyal. J'étais sûr. Mais maintenant elle commençait à se poser des questions. Et quand quelqu'un comme elle commence à se demander si elle perd le contrôle, c'est là qu'elle commence à s'effondrer. Une fissure à la fois. Je me suis réveillé ce matin-là avec un calme que je n'avais pas ressenti depuis des mois. Pas d'appréhension, pas de recherche anxieuse de sa voix en bas. Pas besoin de vérifier son téléphone ou de reconstituer ses mensonges. Le soleil entrait juste comme il faut à travers les stores, réchauffant le coin du lit où elle dormait, blotti contre moi avant le changement, avant le silence, avant Rilan. La maison était calme. Elle était repartie tôt. Probablement une réunion, probablement un latte, un sourire narquois et d'autres longs regards à travers une table de conférence. Ça n'avait plus d'importance. Je n'étais pas en colère. Je n'étais pas brisé. J'étais prêt. Le sac que j'avais lentement préparé au fil des semaines était fermé et appuyé contre la porte d'entrée. Mon ordinateur portable, mon chargeur, mon portefeuille. Un dossier avec le bail d'un petit T2 à 45 minutes de là, déjà signé. Une clé. Une brosse à dents. Un avenir. J'ai traversé la maison une dernière fois, touchant les murs comme on le ferait avec un vieil ami dont on s'est éloigné. Le canapé où nous nous endormions au milieu d'un film. Le frigo couvert d'aimants de restaurants à emporter et de coupons périmés. La bibliothèque que j'avais construite pour elle quand elle avait dit qu'elle voulait un espace qui ressemble à un foyer. Ça ne l'est jamais devenu. Du moins, pas pour nous deux. J'ai laissé un mot sur le comptoir. Pas amer, pas poétique, juste honnête. Tu savais que ça allait arriver. J'ai juste été lent à comprendre. Je ne te déteste pas. Je ne peux juste plus supporter cette version de nous. N'appelle pas, c'était tout. Pas d'accusation, pas de supplication pour une conclusion, juste un point final à la fin d'une phrase que j'avais réécrite trop de fois. Quand je suis sorti, l'air semblait vif et nouveau. Ma voiture semblait plus légère. Le monde n'avait pas l'air différent, mais moi, si. J'ai passé les premiers jours dans cet appartement à simplement respirer, à manger de la nourriture simple, à dormir sans anxiété, à écouter de la musique qui n'était pas interrompue par des commentaires passifs-agressifs. Je n'ai pas regardé ses réseaux sociaux. Je ne me suis pas demandé ce qu'elle faisait. J'ai juste commencé à me souvenir de qui j'étais avant de me réduire pour m'adapter à son affection décroissante. Elle a essayé d'appeler une fois, une seule fois. Je n'ai pas répondu. Elle a envoyé un message une semaine plus tard qui disait simplement « Je ne pensais pas que tu le ferais vraiment ». Je n'ai pas répondu, parce que c'était ça, le but. J'avais passé si longtemps à essayer d'être l'homme qui reste, l'homme qui pardonne, l'homme qui la comprend. Mais à la fin, la chose la plus aimante que j'ai jamais faite pour moi-même a été de m'éloigner de quelqu'un qui avait cessé de me choisir il y a bien longtemps. Ça ne s'est pas terminé dans les flammes. Ça s'est terminé en silence. Et parfois, c'est la fin la plus puissante de toutes. Parce que je n'attends plus d'excuses. Je construis quelque chose de nouveau, de sincère. Et cette fois, je ne me perdrai pas à l'intérieur.